Madame, mademoiselle, monsieur, il faut faire des économies. De ce jour date une ère nouvelle pour la politique française. Non, monsieur, vous n'avez pas le monopole du cœur. Il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi vous n'imitez pas Giscard d'Estaing? Comment? Pourquoi je n'imite pas Giscard d'Estaing? Pendant 10 ans, je me suis trimballé sur toutes les scènes de France et de Navarre, y compris le Québec, en imitant le général, avec les traits qui tombent. Bonjour, heureux de vous voir, bien sûr. Du jour au lendemain, il a fallu que je me reconvertisse en Pompidou. Les traits du général qui tombaient, il a fallu que je remonte le tout en croissant de lune, cigarette au bec, alors que le général et moi, nous ne fumions pas. Françaises et Français, nous voilà, fermez-vous à nouveau, club de 10 heures. Et aujourd'hui, on voudrait que je refoute tout en avant pour imiter Giscard d'Estaing. Alors que si ça se trouve, le prochain, il faudra peut-être tout refoutre en arrière. Non, 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 moi je vous le dis franchement, j'en ai ras le bol de la gymnastique faciale. Les Français, Gérard, n'ont qu'à avoir un petit peu plus de continuité dans le choix des physiques de leur président de la République. Rassurez-vous, Henri Tizot, nous n'allons pas vous demander d'imiter Giscard, nous allons simplement parler de votre triomphe, il faut bien le dire, votre triomphe au studio des Champs-Élysées. Merci. D'accord? Venez au bar avec moi, venez. Au club de 10 heures ce soir, Jean Marais, Françoise Dorin, André Castelot, Christiane Minazzoli, Henri Tizot, Maria Saint-Paul, Claude Jansac et Roger Hanin, avec Suzanne Gabriello, Claude Pasteur, Claude Bénière, Gilbert Gann, Gérard Marceau et Jean Charles. Eh bien, Jean Marais, vous êtes allé au studio des Champs-Élysées, puis vous êtes revenu heureux. Oui, et Marceau avait raison de dire un triomphe, parce que le soir où j'y étais, et je pense que c'est comme ça tous les soirs, le public a ovationné Henri Tizot. Et depuis ce soir-là, Henri Tizot fait partie des acteurs que j'admire le plus. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, parce que, bon, il fait de temps en temps des imitations, mais c'est pas ça l'important de son spectacle. L'important de son spectacle, c'est une sorte d'autobiographie faite pour le théâtre, et là, il a écrit son texte d'une telle façon, avec une poésie, une pureté, une générosité, une bonté, tout ça se sent, une poésie extraordinaire. Écrivain et comédien, c'est un peu votre cas. Oh non, parce que vous avez déjà commis un livre et puis vous allez en commettre un autre, j'ai bien compris. Oui, je dois écrire un conte pour enfants. Un ou deux peut-être, non? Deux, j'en ai deux. Et puis un roman aussi. Mais mon éditeur, en ce moment, pas au courant encore. N'est pas au courant du deuxième. Très bien. Ouais. Alors écoutez, en attendant d'être écrivain, vous allez redevenir comédien. Vous allez continuer à être Oui, comédien. Le vrai métier de comédien, voilà. C'est-à-dire la tournée, les tréteaux. C'est ça. Et cette tournée, vous allez partir en province avec une Misérable, oui. Et vous faites? Je fais Jean Valjean. Bien sûr. Qui a été écrit pour moi, Victor Hugo a pensé à moi, c'est l'évidence même. Ouais. Cela dit, c'est un rôle comme de ceux que vous affectionnez le plus, car... non, mais j'affectionne tous les rôles. Oui, je sais, mais vous avez quand même été un certain privilège, c'est-à-dire que vous avez voulu interpréter de grands rôles romantiques, essentiellement, ou baroques. Je n'ai pas voulu, c'est le destin qui m'a mis devant des rôles romantiques. J'aime varier, j'aime changer de place dans mon métier et dans la vie. Vous avez très peu joué de rôles qui cherchent des arguments plus psychologiques, comme Deux sur la balançoire ou des choses comme ça. Oui, j'ai joué aussi, mais peut-être moins, oui. Alors qu'est-ce que vous aimez dans Jean Valjean? Jean Valjean, c'est un personnage que j'approuve entièrement, moralement. Et c'est un personnage qui me plaît. Enfin, j'aimerais rencontrer Jean Valjean. Mais vous le rencontrez? Là, je le rencontre, oui. Bien sûr. Ça vous entraîne très loin de Chéri, tout ça? Ah bah oui, mais il faut évoluer. J'ai plus l'âge de Chéri. C'est ça qui est merveilleux dans mon métier, c'est de vieillir. On change d'emploi et de rôle. On peut changer de rôle à l'intérieur d'une même pièce, peut-être, non? Ah oui, vous n'avez pas eu des idées avec les enfants terribles? Ah mais oui, j'aurais voulu monter Les Parents terribles pour jouer le père, oui. Oui, mais je rêve d'avoir Simone Signoret, elle ne veut pas le jouer. On lui demande en ce moment. Mais je lui ai demandé, vous pensez bien. Alors dites-moi, cette tournée vous entraîne dans toute la France. À travers la France. Ouais. Alors à travers la France, vous allez dans des théâtres
des théâtres qui sont Très différents, des modernes, des anciens. Des modernes, c'est des anciens qui m'amusent. Est-ce que d'aventure, vous avez des souvenirs d'une scène, de loge ou de conditions de jeu particulièrement difficiles? J'ai pas la mémoire des lieux. J'oublie très facilement d'une tournée à l'autre le style des théâtres. Puis les théâtres changent, tout d'un coup un théâtre est brûlé, alors ils reconstruisent un neuf et... Ou un à peu près neuf, comme le Enfin, c'est Montancier. amusant de changer. Vous savez, c'est toujours le même public finalement. Le public, on change de ville, mais c'est toujours le même public. Et pour vous, c'est le même théâtre? C'est le même théâtre. Je me laisse emporter. J'arrive dans un théâtre. Bon, je regarde la scène tout de suite, et puis on joue, et puis on s'en va. C'est un rôle très, comment dirais-je, physique, le rôle de Jean Valjean? Non, c'est un rôle de présence. Oui, physique, si vous voulez, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de performances physiques à faire. Et vous partez quand? Je pars vendredi prochain et je commence par Évry. Eh ben, bon voyage. Merci. Autant vous le dire tout de suite, Françoise Dorin, moi j'adorais votre pièce. J'ai passé mais une vous soirée faites bien de le dire. sensationnelle. Et en l'écoutant, il y avait 3 qualificatifs qui me venaient à l'esprit. Pièce intelligente, profonde et drôle. Oh, écoutez, j'ai plus qu'à m'en aller. Vous avez dit l'essentiel, vous Ouais, avez eu exactement. droit au but. Parce que le public applaudit, il rit, il applaudit, il rit, et il paraît vraiment réagir avec beaucoup de sensibilité. Oh, écoutez, c'est parfait. Bon. Moi-même, je ne pourrais pas mieux faire. On dit que vous avez écrit une pièce engagée. Moi, je voudrais savoir jusqu'à quel point Françoise Dorin s'est engagée elle-même dans cette pièce, car elle a l'air de s'être engagée très loin. Vous savez que de toute façon, quand j'écris, en tout cas personnellement, comme je ne suis pas une fabricante, mais que je dis les choses qui sortent de mon cœur, oui, j'engage mes propres opinions et mes propres idées. Je n'écris pas les idées de quelqu'un d'autre. Oui, je me suis engagée, mais entendons-nous, non pas sur le plan politique ni le plan social, uniquement sur le plan moral. J'ai voulu faire une pièce un peu contre la décadence de notre époque, contre une certaine décadence et même contre une décadence certaine. Je crois qu'on ne peut pas la nier dans tous les domaines. Et le public est avec vous. Ah oui, ça, Apparemment. totalement. À 100%. À 100%. Vous avez été très courageuse tout de même. Oui, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'effectivement, c'est le mot qui revient le plus souvent parmi les compliments que l'on m'adresse et parmi les lettres, le courrier. Oui, vous recevez beaucoup de lettres. Beaucoup. Je n'ai jamais reçu autant de lettres pour aucune autre pièce. Ça montre à quel point, sans doute, la pièce correspond à des idées qu'ont les gens et qu'ils l'entendent rarement ou jamais exprimées. C'est exactement ce qui revient dans leurs lettres. Et comme je vous le disais, parmi les spectateurs aussi qui sont là, c'est le mot courage. Et ça me fait beaucoup rire, parce que je ne trouve pas quand même éminemment courageux d'émettre des vérités premières et qui devraient être évidentes dans le genre de c'est pas beau de tuer son prochain, il faut bien aimer ses parents, enfin toutes les bases de la morale chrétienne que nous avons pour la plupart. Écoutez, là, ne vous transformez pas en sainte, Françoise Dorin, parce que j'ai tout de même cueilli ça, elle a des petits traits dans votre pièce. Mais je Quand, ne par fais exemple, que défendre ça. Quand vous faites l'éloge du péché, Et quand c'est vous un- faites un éloge magnifique du péché, c'est un morceau Mais de oui. bravoure, un morceau de littérature. Et bien sûr, parce que je trouve que le péché est indispensable à la vie. Il faut des Sans le interdits. péché, pas le plaisir. Mais bien entendu, mais les jeunes ont besoin d'interdits. À preuve que maintenant, dans les écoles, on leur a permis de fumer, mais comme ils ont besoin d'interdits, malgré tout, ils fument et du hache. Et c'est comme ça qu'il y a l'escalade. J'ai retenu une phrase dans votre pièce qui me plaisait bien. Seules les femmes vertueuses sont vraiment nues. Oui. Mais C'est vous, vrai. Christiane Minazoli, Je qui ne suis pas incarnez... nue dans vous la n'êtes pas, pièce. vous n'êtes pas nue du tout, non. Mais vous incarnez une jolie femme vertueuse qui n'a plus envie de l'être. Qui n'a plus envie, en tous les cas, qui a envie Qui d'être, résiste. qu'on fasse sa conquête. Et c'est Et Paul que la- Meurice qui Et fait c'est votre Paul conquête. Meurice qui, avec beaucoup de charme, Beaucoup de charme. fait sa conquête. Il est merveilleux dans ce rôle de millionnaire qui s'est offert une réserve humaine, une réserve de gens qui ont gardé des traditions, d'élégance, de charme et de grâce, etc. Ce sont des gens qui se sont réunis pour essayer de respecter encore quelques règles de grammaire et quelques règles de morale. Et c'est une race qui tente à s'éteindre, c'est pourquoi je l'ai mise dans une réserve pour essayer d'en perpétuer la race comme on essaye de perpétuer la race de certains animaux en voie de disparition. Et on a l'impression que tous les spectateurs voudraient monter sur scène pour rejoindre cette Ah oui, je réserve. reçois beaucoup de lettres de gens qui me disent mais où est-elle cette réserve pour qu'on y aille? Il paradis. faut que je ne suis pas la seule, je crois, à avoir une certaine nostalgie. Qu'est-ce que cette pièce vous a apporté, Christiane Minazoli? Un très joli personnage, une certaine idée de la femme qu'on ne voudrait pas voir disparaître complètement. La femme justement tendre, La femme-femme. la femme qu'on doit conquérir, la femme mystère.
Mais Françoise Dorin, vous êtes aussi contre beaucoup de choses. Je suis contre mais vous êtes beaucoup aussi de choses. pour beaucoup Bien de sûr. choses belles, élégantes. Alors nous, voilà, nous aimons les pièces bien pensées, bien écrites. Donc nous sommes pour Françoise Dorin. Vous êtes très gentil. Eh bien, on n'a pas besoin de vous demander, André Castelot, si vous êtes pour Françoise Dorin, puisque vous l'avez présentée dans le programme des variétés. Je suis pour Françoise Dorin inconditionnellement, bien entendu. Eh bien, en tout cas, c'est un autre théâtre que vous avez choisi, évidemment, c'est celui de l'histoire. Vous savez, André Castelot, qu'on reproche quelquefois aux historiens de présenter l'histoire à travers les traités et les batailles. Vous aimez les joutes plus agréables et vous préférez les déclarations d'amour aux déclarations de guerre. Cette année, oui, mais enfin tout de même, lorsque j'ai écrit Napoléon, j'ai bien été obligé de raconter des batailles également. En tout Bien cas, sûr. cette année, c'est flagrant, puisque vous publiez Belles et tragiques histoires d'amour de l'histoire à la librairie académique Perrin. Alors, il y a, n'est-ce pas, 56 cas sentimentaux dans ce livre. On a l'impression que vous auriez pu en choisir 100, en choisir 1000. C'est-à-dire que j'avais déjà autrefois publié Les battements de cœur de l'histoire, c'est également un recueil d'histoires d'amour, mais vous savez, moi je suis très féministe et je ne me lasse pas de raconter des histoires d'amour. Qu'elles soient belles ou tragiques, j'avoue que j'en suis très heureux et ça m'amuse d'écrire des histoires d'amour. Oui, C'est bien mon sûr. droit. C'est votre droit et c'est notre plaisir d'ailleurs. C'est gentil. En tout cas, vous les avez choisis et vous les avez classés par ordre alphabétique des Il prénoms. fallait bien trouver une idée. Et alors, Bien comme sûr. par hasard, ça commence par la famille Hugo et ça se termine par la famille Hugo. Oui, il y a Adèle d'abord. Adèle Hugo, c'est Madame Hugo Oui, c'est qui pas a Adèle donné... Vache. Comment? Ce n'est pas la fille, c'est C'est la femme. mère, c'est la mère, c'est la femme de La femme Victor de Victor. Hugo, la femme de Victor Hugo, qui était Adèle Fouché, et qu'il a adorée alors qu'il était tout jeune, ils avaient 17 ans tous les deux, et ils sont deux amis d'enfance, ils ont commencé à jouer dans le grand jardin de la famille Fouché, en jouant à l'escarpolette l'un et l'autre, c'était des enfants, et petit à petit l'amour est venu, ils se sont rendus compte tout d'un coup, elle a dit à son mari, à son futur mari, j'ai un grand secret à te dire, lui a dit moi aussi j'ai un grand secret Adèle, c'est le même, ils s'aimaient tous les deux. Ils se sont mariés à 20 ans. Ils sont mariés à 20 ans, après d'ailleurs des fiançailles extrêmement longues, parce qu'ils étaient un peu contrecarrés par la famille. Donc, le dernier chapitre du livre, alors il s'agit de Madame Victor Hugo. Madame Victor Hugo, De Madame qui, Victor Hugo, qui la trompe- mère de Victor Hugo, qui trompe trompe ce héros au sourire si Oui, qui est insupportable. Vous savez, le héros au sourire si doux de Victor Hugo était insupportable, et elle est tombée amoureuse de Fano de Lahorie, le général Lahorie, qui a été victime de la conspiration du général Mallet. Et je termine donc par une note un peu nostalgique, évidemment, ce sont les amours de Madame Hugo Oui. avec Fano de Lahorie. Seulement alors, à propos de Victor Hugo, on se dit évidemment, quand on ne connaît pas la suite, évidemment c'est très beau cette histoire, mais quand on sait ce qu'est devenu l'amour de Victor et d'Adèle, Oui, évidemment, il y a eu Juliette, il y a eu des tas de choses qui sont venues contrecarrer leur amour. Mais enfin, le point de départ a été très exaltant et très beau. Puis elle a continué à aimer son mari alors que son mari la trompait. Vous savez, ça arrive quelquefois. c'est-à-dire que vous avez choisi un amour dans une vie. Exactement. Parce qu'il y a des vies qui ont connu plusieurs amours, naturellement. Entre ces deux extrémités, donc, entre Adèle et Sophie, eh bien, vous présentez une série de portraits assez étonnants. On trouve des amoureux désinvoltes, cyniques, enfin, de tout genre. Ben, j'ai voulu choisir, bien sûr, il y a quelques amours très connus, mais peu. J'ai voulu choisir des amours moins connus. Et des amours, moi, qui m'ont intéressé, parce que la première fois quand j'ai lu cette histoire, tiens, je ne la connais pas, je pense que le lecteur agira de même. Voyez-vous, prenons le cas, par exemple, d'Angélique Billot-Varenne. Ça ne dit pas grand-chose à quelqu'un, Angélique Billot-Varenne. Billot-Varenne, oui. Billot-Varenne, oui, mais Angélique, non. Billot-Varenne est un monsieur qui avait le couteau entre les dents. Vous savez qu'il avait été secrétaire de Danton. Et Danton disait qu'il avait un poignard sur la langue. Oui, j'ai appris ça en vous lisant. Et oui, vous savez que Billot-Varenne faisait partie du comité de salut public. Il était là à l'affût des exécutions. Et quand vous voyez les pièces au comité de salut public, c'est toujours Billot-Varenne qui signe en premier. Il est là, il se précipite sur le document. Et lorsque Thermidor est arrivé, ça a été la catastrophe, car on l'appelait l'homme rouge, et on a été vraiment très écœuré de voir qu'il ne montait pas à l'échafaud. Ce qui fait que lorsqu'il a été déporté, parce qu'on l'a déporté, il est parti en voiture, et à 2 reprises, la voiture a été arrêtée par les Parisiens en fureur, qui l'ont obligé à revenir chez lui, impossible même qu'il puisse quitter Paris. Or, il y a Angélique. Angélique, c'est sa femme. Et Angélique était absolument en adoration devant son mari. Elle le trouvait extraordinaire, elle le trouvait exquis, elle l'adorait de toutes les manières. Elle a été suffoquée, vraiment suffoquée, lorsqu'elle a appris la haine que son mari avait déclenchée. Et lui, il a dû partir, lui, bien sûr. Il est parti, donc, déporté à Cayenne. Et elle a tout fait pour aller le rejoindre. Mais il fallait de l'argent. Alors, elle a poussé l'amour de son mari pour épouser un certain Anglais qui s'appelait Johnson. Elle a épousé Johnson, qui était un homme qui avait également de l'admiration pour Billot-Varenne et qui a accepté une manière de mariage blanc. C'est donc Afin Billot qu'elle
Très mal pris, ça ne se fait pas, c'est impardonnable, a-t-il dit, et il est resté là-bas. Il n'a pas voulu que sa femme vienne le retrouver. Alors ce qui est admirable, c'est que cet homme, qui était évidemment contre l'esclavage, a acheté une petite noire, une petite négresse, n'est-ce pas, qui s'appelait Brigitte, et qui est devenue sa compagne là-bas. Et Billaud-Varenne n'est jamais revenu en France, et il a vécu jusqu'à sa mort avec Brigitte, qui a d'ailleurs été pour lui, une compagne très fidèle et adorable. Mais justement, ce qui est frappant dans votre livre, André Castelot, c'est qu'on se rend compte que ces gens qui passent pour des monstres ont été aimés vraiment. Et c'est le cas, par exemple, de Landru. On est un peu surpris de trouver Landru, quand même. Mademoiselle Segré, qui vivait avec Landru, qui était la seule d'ailleurs qui est arrivée dans la vie de Landru sans être attirée par une petite annonce, qui fait qu'elle a échappé au fameux fourneau de Gambet. Eh bien, elle disait de Landru qu'il était un être poétique, exquis, adorable, et disait-elle, il dort comme un... Et elle a été ahurie également lorsqu'elle a appris avec quel monstre elle vivait déjà depuis plusieurs années. Alors évidemment, on ne peut pas passer en revue tous ces cas, tous ces personnages, mais il faut dire que vous ne présentez pas seulement des êtres cyniques, des êtres malheureux, des êtres tragiques, il y a aussi des amoureux très fidèles, il y a de très belles âmes. Albert et d'Élisabeth, on pense qu'il n'y a rien à en dire. Des amours purs et exaltants, bien sûr. Voilà. Et puis il y a aussi alors le général Daumesnil, n'est-ce pas, avec sa jambe de bois. Et elle, qui voulait absolument épouser un invalide. Mais elle a été servie, il avait 23 blessures, il avait même commandé un stock de jambes de bois le jour du mariage. 16 jambes de bois le jour de son mariage, c'est une belle dot. C'est une belle dot. Eh bien, en tout cas, vous avez montré, André Castelot, que... Vous savez, quelquefois on dit, n'est-ce pas, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Eh bien, vous avez montré que les amours heureuses, elles, en ont une. Oui, en somme, le public est le même. Alors, le public au théâtre ce soir ou au théâtre des Nouveautés, c'est le même. C'est le même public. C'est le public qui a envie de s'amuser, de rire. Bon, ben oui. Ce qui me fait plaisir, moi, Claude, c'est de te voir. C'est de te voir, disons, normal. Qu'est-ce que tu appelles normal? Je veux dire normal, sans un déguisement ou un rôle de composition, comme est Claude Jansac, qui a eu le temps de t'habiller, de te faire belle pour venir au club, c'est bien agréable. Parce que ce soit au théâtre ce soir ou à l'autre théâtre ce soir, tu es quand même un petit peu déguisé. Ah, oui, parce que c'est de chaque fois des rôles de composition. Voilà. Et puis là, c'est Claude Jansac. Oui. Oui, parce que depuis le sale égoïste... de notre petite camarade qui est là, depuis le sale égoïste, on ne t'avait pas vu comme ça. Alors parlons du théâtre des nouveautés. C'est une pièce qui s'appelle Les Deux Vierges. C'est encore cette vague de pornographie. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolée, ce n'est pas une pièce libertine. Ah, c'est pas possible. Je suis désolée pour ceux qui pensent que ça pourrait être libertin, pas du tout. C'est quoi comme pièce? C'est... Attends. Oui. Derrière ce titre trompeur, les auteurs ont écrit une comédie sur l'astrologie. Voilà, tu vas me rejoindre dans 2 secondes. Les deux protagonistes sont nés le même jour, sous le même signe de la Vierge, et la pièce compte l'aventure de ces jumeaux désastres dont les destins sont irrémédiablement liés. Voilà. Alors c'est donc un rôle qui est une pièce qui est basée sur l'astrologie. Qui l'a écrite? Jean-Jacques Bricaire et Maurice Lassaigne. Et c'est une pièce comique? Ah oui. Oui, c'est pas des noms qui engendrent la mélancolie. Non, pas du tout. Et c'est très bien troussé, très bien fait, et drôle. Et les gens s'amusent énormément. Je crois que... Moi, je trouve ça très émouvant. J'adore ça. Qui c'est ton jumeau? Ah, il y a Robert Manuel. C'est Robert Manuel. Qui a mis en scène aussi la pièce. Et puis, il y a une foule de très très bons comédiens. Et je dois dire que mon personnage étant encore un rôle de composition, c'est une petite... elle est vraiment vierge. C'est une vieille fille... Oh bah ma pauvre dame, écoute. Oui, c'est une vieille fille qui tire un peu les ficelles de tout ça et qui a des côtés un peu émouvants, mais enfin c'est surtout drôle. Je suis contente de voir comme ta carrière de comédienne évolue d'une façon intéressante. Tu fais le tour de plein de rôles, de plein de personnages, en prouvant à chaque fois un peu plus que tu peux jouer toutes les facettes. Qu'est-ce que tu souhaiterais jouer après les 2 ou 3 ans que vont durer les Deux Vierges au Théâtre des Nouveautés? Qu'est-ce que tu as envie de jouer? J'aimerais un rôle de composition, mais tu vois, qui évolue. Oui. Oui, parce que je trouve que c'est merveilleux. C'est chaque fois tellement différent. Et le comédien est surtout fait pour ça, enfin, il me semble. Oui, mais il faut y arriver quand même. Dans la... C'est pas facile. Non, mais enfin, moi, tu sais, j'aimerais te voir dans un grand rôle classique. Tu n'as pas envie de jouer ça? Ah, si.
Moi, de toute Si, façon, hein, j'ai non mais toujours je envie dis... de jouer. Oui, toujours envie de jouer. Tu m'as dit que dès que tu jouais pas, tu étais malheureuse. Oui. Toujours que Colette Renard est venue nous voir au club et elle nous a dit qu'elle commençait à vivre quand elle entrait en scène. Absolument. Qu'est-ce qu'il en pense, ton fils, de ça? Il est pas jaloux? Ah non, il aime beaucoup. Il aime beaucoup? Oui, il aime beaucoup ça. Comment il aime beaucoup ça. Il est fier de toi, il est pas... Ah, il trouve que je l'amuse beaucoup. Il n'avait pas beaucoup aimé La Folle de Chaillot, parce qu'il trouvait que j'avais l'air d'un clown. Ah bon? Et ça, il n'aimait pas beaucoup. Dis-moi, en nouveauté, tu m'as dit que le public s'amusait comme à Guignol. Absolument. Pourquoi? De 7 à 77 ans, comme De ils 7 ont à- décrit dans une Oui. chanson, les gens s'amusent énormément et ils sortent heureux. Comblés. Je trouve que- oui. Moi, je C'est ce trouve qu'il que quand on sort d'une pièce où on s'est bien amusé, on a plus d'oxygène, tu trouves pas? Absolument. Puis Et on a c'est- besoin de rire. et Théâtre ce soir, et c'est ce qui se passe au théâtre ce soir et les autres soirs aux nouveautés, sauf le jeudi. Sauf le jeudi. Roger-Anne, vous savez qu'avant de vous interviewer, j'ai fait une petite enquête sur votre vie intime, sur votre vie privée, et j'ai découvert quelque chose, c'est que vous jouiez assez bien au que vous gagnez tout le temps. Vous battez des gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Pourquoi? Parce que vous les faites rire. Et j'ai eu l'impression, en voyant le faux cul, que c'était une espèce de match de tennis dans laquelle vous êtes sérieux et en même temps vous faites rire les gens. Oui, ça peut s'apparenter à un match de tennis, en effet, compte tenu des camps qui sont en présence. Et des balles qui ne sont pas des balles de tennis, mais des balles de revolver. Hein. Explosives. Oui. Et alors les camps, on peut peut-être... Eh bien, j'ai voulu faire un film un petit peu prémonitoire ou informatif, à savoir que bientôt il n'y aura plus de pétrole dans 25 ans ou si peu, et que le substitut au pétrole va être d'origine nucléaire. Mais comme je n'ai pas voulu faire un film sentencieux, didactique, ennuyeux, j'en ai fait une espèce de course-poursuite, mais qui en même temps alerte l'opinion publique. Alors donc il y a d'un côté les tenants du pétrole et les tenants du nucléaire. Voilà, et que le meilleur gagne. Voilà. Et alors, le faux cul, d'où ça vient cette expression faux cul? Ben, j'ai jamais su, je l'ai répété parce que je l'ai entendu dans ce métier, ça veut dire une espèce de tartuffe, de faucheton, mais je trouve que le mot est très très joli parce qu'il est en même temps cru et imagé, je trouve que c'est un joli mot. Et alors vous savez qu'il y avait un monsieur qui entrait en même temps que moi dans la salle de cinéma et il était persuadé qu'il allait assister à un film pornographique. Ah non, c'est ni pornographique ni érotique, c'est juste une expression qui désigne, je vous dis, un tartuffe. Voilà, et alors ce tartuffe c'est Bernard Blier qui est un peu l'arbitre du match de tennis et qui se fait salement matraquer par les uns et les autres. Oui. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est cette perle. Notre pays était au bord du gouffre et depuis lors, nous avons fait un pas en avant. Voilà. Mais en fait, cette phrase n'est pas de moi. Je l'ai piquée, paraît-il, à un dirigeant maghrébin, disons, pour ne pas dire, et qui avait la spécialité du genre. Il disait aussi à des journalistes venus l'écouter à propos d'un plan quinquennal, il disait avec son accent, d'ailleurs, ce plan quinquennal, nous le réussirons, même si pour cela, nous devons mettre 15 ans pour ça. Il y ajoutait aussi, d'ailleurs, plus ça va, moins ça va, et si ça doit continuer, il faut que ça cesse. Vous voyez, il avait toute une espèce de série comme ça de phrases très bizarres. C'est pas lui qui a dit où est l'avenir, il est devant nous. Non, je crois que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'accent. Oui, ça je crois que c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Bon, et pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un numéro d'imitateur? Ben, je l'ai fait au cabaret, j'ai fait des discours, et j'aime beaucoup le cabaret, c'est un meilleur souvenir. Ça ne vous tente plus? Maintenant, non, parce que c'est très difficile et il faut un courage et une santé à toute épreuve. Alors vous préférez la réalisation? Oui, c'est difficile aussi la réalisation. Avec le métier d'acteur quand même, parce que j'ai remarqué dans le film que vous étiez acteur, mais que vous étiez tué très vite. Et alors je me suis demandé si c'était pour être plus tranquille pour la mise en scène. Non, parce que je n'aime pas tourner dans les films que je réalise. Ça, je ne le ferai plus même pour un rôle très court. Bon, alors je crois qu'on a fait le tour du problème. Ce qui reste à souhaiter, c'est qu'on joue un de ces jours au tennis, hein, qu'on fasse un match de tennis tous les deux, puis on verra peut-être quel est celui qui fera le plus rire l'autre. J'ai l'impression que... Henri Tizot, vous êtes donc chaque soir sur la scène du studio des Champs-Élysées et seul pendant 2 heures. Oui, seul, mais avec tellement de nombreux personnages, que ce soit les personnages de Pagnol, Rému, Monsieur Brun, etc., que j'ai l'impression qu'on est au moins une quarantaine. Oui, c'est vrai. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment vous aviez un amour pour vos parents, par exemple. À chaque événement important de votre vie, d'ailleurs, vous l'évoquez dans votre pièce qui s'appelle Le besoin d'ailleurs. Le besoin d'ailleurs. Vous l'évoquez. Alors, si vous voulez bien, nous allons faire comme si nous étions au studio des Champs-Élysées et je vais prendre le rôle d'Henri Tizot et vous allez jouer Papa Tizot. Vous allez voir. Allô?
Allô, papa? Est-ce que maman a l'écouteur? Oh, tu sais, papa, c'est merveilleux, ça y est, je suis engagé à la Comédie Française. C'était formidable. Oui. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, un ami du Midi, qui avait dit à mon père, « Ah, mais ce petit, moi, j'ai toujours dit qu'il ferait l'artiste, je l'ai toujours dit, parce que il n'avait pas l'air normal. » Et aussi, gentiment, vous parlez de vos professeurs, vous parlez de Béatrice Dussan. Et justement, il y a une élève du Conservatoire de Paris qui est venue, qui m'a embrassé l'autre soir, qui m'a dit « Mais vous aimiez comme ça vos professeurs ?» Je lui ai dit « Oui, on les aimait comme ça. » C'est merveilleux. Alors, deuxième coup de téléphone très important dans votre carrière, toujours à la Seine, à côté de Toulon. Allô, papa, maman à l'écouteur? Oh, c'est formidable, tu peux pas savoir. Tu m'as vu à la télévision hier soir quand j'imitais le général de Gaulle. Puisque ça marche. Alors là, c'était les imitations du général de Gaulle. Et il y a quelqu'un qui a dit à mon père, dis-moi, mais alors, Tom Petit, là, le général, il a jamais demandé à le voir, Tom Petit, depuis qu'il le refait, là? Et mon père avait répondu, oui, monsieur, plusieurs fois, mais mon fils, en ce moment, il n'a pas le temps. C'est merveilleux. Et vous évoquez le général l'accueille très bien. C'est pas trop tôt, 5 ans après? Ben, vous savez, il n'est jamais trop tôt, je crois, pour ressusciter. Je dis ressusciter parce que ressusciter, je suis pas Dieu. Pour ressusciter tous les gens qui sont partis, que ce soit Rému, que ce soit Dussan, mon professeur, que ce soit Marcel Pagnol, tous ces gens qu'on a aimés. Et même Jacques Duclos, moi que j'aimais beaucoup, Jacques Duclos, n'est-ce pas? Et je suis heureux tous les soirs de les faire revenir avec moi, Henri Roland, Jean Lionel, tous ces gens qui font partie de mon souvenir et qui ont traversé ma voie à eux, et j'essaye de les faire revenir sur ma voie à eux avec ma voix X. C'est cela, oui. Alors, troisième et dernier coup de téléphone, le dernier, le plus récent. Allô, allô papa, maman à l'écouteur? Formidable, j'ai eu une générale, tout le Paris était là, il y avait Roger Hanin, il y avait Jean Barret, il y avait Jean-Claude Brialy, Alice Sapristi, enfin le tout Paris était là, il y avait Jacques Chaban, il y avait Luce Ferrer, tout le monde était là pour ma générale, un triomphe, papa, maman, un triomphe. Non, là vraiment aussi, il y a un petit problème. Et je dois dire, oui, que tous ces gens-là avaient bien du mérite de me faire un triomphe et de venir si gentiment dans ma loge. Il y a une espèce de courant d'amour qui s'est produit parce que j'étais jusqu'à présent venant du music-hall, des chansonniers, du théâtre, un peu de partout. J'étais un peu un chien perdu sans collier et je me suis retrouvé tout d'un coup à nouveau un vrai cabot qui retrouvait sa famille d'acteurs. Et ces gens-là avaient bien du mérite parce que en scène, je les parodiais tous venant dans ma loge. Oui, parce que en fait, après la générale, on monte dans nos loges. Et ma concierge m'a dit, c'est ça une loge? Eh ben dis donc, moi qui me plains de la mienne. Et alors dans les loges on se fait du souci parce que dans les loges on attend le verdict. Et puis dans les loges finalement on voit défiler toutes les pièces du procès. Et les 3 coups, c'est pas au début du spectacle, voyez-vous Gérard, qu'il faudrait les taper, c'est à la fin. Parce que c'est là, dans les loges, à la fin, on tape les 3 coups, que le vrai spectacle commence. Alors d'abord, en premier, il y a ceux qui vous disent « Bravo, 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 charmant, charmant, charmant ». Ça veut dire que c'est complètement loupé. Après, vous avez les prophètes. « Ah, mes enfants, vous en avez pour 3 ans, 3 ans, 3 ans ». Après, il y a les perfides. « Oui, pour 3 ans, à s'en remettre ». Après, il y a ceux qui ont du vocabulaire. « Je ne vous dirai qu'un mot ». Après, il y a ceux qui se mouillent pas. Je te dis rien, je te regarde tout le monde, tout ça. On s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle. Après, il y a les mimes. Qui vous serrent, sans rien vous dire. Et puis, il y a les distraits. Ah, bravo! Oh, pardon, je me suis trompé de loge. C'est où la loge de Bernard? Au fond à gauche, merci! Après, il y a les discrets. Où elle est cette gare, cette vieille... Oh, la voilà. Oh, la voilà, ma camarade. Ah, tu sais que toi, tu m'as fait hurler, hurler, hurler. Tu m'as entendu au moins. Et puis, il y a les naïfs. Et comment vous faites pour retenir tout ça? Oh, et puis, il y a les énigmatiques. Alors, vous êtes content? Et puis, il y a les vaches. Adoré votre costume. Et puis il y a les super vaches. Bonjour, ça va bien? C'est tout. Après il y a les vaches avec les autres. Alors ceux-là ils rentrent comme ça. Toi, tu t'en tires. Mais alors dis donc. Oh,
Ah, c'est pas croyable. Ah, de la salle, tu peux pas savoir ce que c'est. Ah, on comprend rien ce qu'elle dit. Rien, comment? Ah, le petit là, ah, pas mal, pas mal. Non, un certain charme. Non, non, crois-moi, ça passe. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est épouvantable. Mais pourquoi elle fait ça? Elle a besoin d'argent ou quoi? Et qu'est-ce que c'est cette cape qu'elle s'est mise? Personne lui a dit, c'est pas du tout le personnage. Alors nous, comme on est tous un peu faux cul, on dit, mais tout le monde lui a dit, ça fait 3 semaines qu'on lui répète. Oh, c'est impardonnable. Elle fout la pièce en l'air. Et enfin, il y a les consolants. Eh ben moi, ça m'a plu. Moi, j'ai ri. Vous savez, par rapport à tout ce qu'on voit à la télévision. Hein. Oui, mais Henri Tizot, parmi tous ces complimenteurs ou tous ces compliments que vous recevez, quels sont ceux qui vous touchent le plus? Ah, ben quelquefois, il y a une main qui se faufile à travers des bustes, qui attrape la vôtre, une tête qui passe et qui vous dit « Merci, monsieur, merci. On vient de Rambouillet exprès pour vous voir. On ne savait pas que c'était la générale, mais ils ont été gentils. Ils nous ont placés quand même. Merci, monsieur. On vous suit à la télévision. Continuez à nous faire rire. On vous aime beaucoup. Merci, 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 merci. » Et en général, c'est la dame qui dit ça. Oui, parce que le monsieur, il n'ose pas, le mari. Il reste sur le pas de la porte et de loin, il vous fait... Et quand dans ma loge, on me dit, qui c'est ça? Je dis ça, c'est le public. C'est celui qui, à la fin de la pièce, vient nous rendre la monnaie de notre pièce avec des mots d'amour. Merci, merci Henri Tizot. Bravo, on peut vous applaudir, mais oui Henri Tizot. Eh bien, pour vous remercier de cette parodie, de ces parodies, eh bien, je vais vous présenter une chanteuse qui a beaucoup de talent. Je vous ai apporté un petit jus de fruits, laissez, je vais passer devant vous un instant. Bonsoir, vous chantez actuellement au cabaret, je crois, Maria Saint-Paul. Je l'appelle Gilles actuellement, depuis déjà quelques temps. Oui. Et comment êtes-vous venue à la chanson? Oh bien, j'ai toujours eu une famille musicienne et puis j'ai vécu dans ce climat de musique, de chansons, d'ambiance tout à fait artistique. Et puis un beau jour, j'ai découvert que je pouvais faire peut-être ce métier, alors j'en ai profité. Et puis à la fin de mes études, j'ai commencé le cabaret, toute seule avec une guitare. Très bien. Et vous avez des auteurs préférés, naturellement? Ah oui, j'aimerais beaucoup avoir des auteurs comme Delanoë, Eddy Marnay, Michel Jourdan. Enfin là, j'ai une très bonne chanson quand même, qui a été écrite par Jacques de Marny et son fils Patrick Lemaître, qui écrit d'ailleurs les musiques des pièces de Jean Anouilh. Et je suis très fière de cette chanson. Eh bien, vous allez la chanter pour nous maintenant. Elle s'appelle comment? La vietnamienne. Nous vous écoutons, Maria Saint-Paul.